merci de vous être précipité pour nous rejoindre. On en était après l'article 2 et il nous restait, après l'article 2, à examiner deux amendements de M. Panifous, à qui je donne la parole tout de suite pour la présentation de ces amendements. Tout s'enchaîne un peu vite, mais voilà. On va essayer d'avancer. Merci, Monsieur le Président. Vous souhaitez que je défende les deux en même temps? Oui, si vous pouvez, oui. D'accord, oui, je peux. Alors, mes chers collègues, ce sont deux amendements qui traitent de la question des contrôles et qui font référence, qui s'appuient sur le projet de loi plein emploi qui a été voté en 2023 et notamment le plan annuel départemental d'inspection et de contrôle qui a été prévu sur ces textes et qui ne seront mis en œuvre qu'à partir du 1er janvier 2025. Le premier amendement traite de la question des contrôles inopinés. Le deuxième amendement traitera, lui, de la question des critères objectifs sur lesquels ces contrôles seraient amenés à être réalisés. L'idée de ces amendements, c'est quoi? C'est de dire que on traite souvent de la question des moyens, à juste titre, de moyens des fois qui peuvent être déviés, c'est l'objet principal de cette proposition de loi. Je crois aussi qu'il est important de traiter de la question de la manière dont on contrôle les structures. Et de manière indifférenciée, je pense que souvent les structures les plus bienveillantes n'ont absolument pas à craindre la question des contrôles. Quand on traite de questions de contrôle inopiné qui sont proposées dans le premier amendement, il ne s'agit pas de mettre en difficulté les dirigeants d'établissement. J'en ai été, je sais que ça peut être parfois difficile, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas ou quasiment pas. Et je crois que ces contrôles devraient être faits sur des critères objectifs, je l'ai dit, sur quelque chose d'assez simple, mais sur les choses essentielles pour le bien-être et l'accompagnement de nos enfants, mais aussi pour la qualité de vie au travail de toutes celles et ceux qui sont dans nos crèches. Donc ce n'est pas pointer du doigt et stigmatiser, c'est créer des critères objectifs pour toutes et tous, dans toutes les crèches, quel que soit leur statut, et mettre en place des choses essentielles sur lesquelles on est absolument tous d'accord et sur lesquelles nous devons être intransigeants. Et qu'à côté, il y ait d'autres contrôles beaucoup plus pointus, beaucoup plus approfondis, qui peuvent être bien sûr anticipés, mais je crois qu'il faut distinguer les deux. Et ce que nous proposons donc dans le premier amendement, c'est d'inscrire au plan annuel la question des contrôles inopinés, de le préciser. Et dans le second amendement, c'est de créer des critères objectifs qui seraient inscrits dans la charte qui est prévue également sur le projet de loi plein emploi. Voilà l'objet de ces deux amendements, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Quel est l'avis de la rapporteure? Merci, Monsieur Panifous, pour ces éléments. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je proposais qu'on puisse rassembler vos deux amendements et celui de Monsieur Davy pour éventuellement penser à une réécriture conjointe, grouper tous ces amendements dans le cadre d'un article à venir pour un débat en séance et qu'en l'état, je vous proposais de les retirer pour qu'on puisse y travailler ensemble et ajouter la dimension de la fréquence aussi de ces contrôles. Est-ce que vous retirez vos amendements dans cette perspective-là? Vous retirez vos deux amendements, merci beaucoup. On en prend note. Très bien. On passe à l'article 3 et il y a deux amendements de discussion commune. Le premier de la rapporteure. Les amendements ont été retirés. Voilà. Pardon. D'accord. Donc celui qu'on proposait, c'est sur la rédaction de l'article 3 pour bien englober l'ensemble des organismes de formation et bien préciser. Donc il s'agit des établissements publics de formation comme des privés et qu'il s'agissait de formation exclusivement en ligne. Il y a un amendement en discussion commune de M. Bazin. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis un peu embêté parce qu'il est en discussion commune, mais je ne suis pas contre celui de la rapporteure, mais je ne souhaite pas qu'il fasse tomber le mien. Pourquoi? Je partage totalement l'objectif qu'on n'ait plus la possibilité de faire 100% d'une formation à distance. Ouais. Parce que quand il s'agit d'enfants, il faut qu'il y ait une partie pratique au contact des enfants. Ça, c'est fondamental. Mais de dire que toute la formation sera, j'allais dire, en présentiel, à mon avis, peut poser souci, parce que parfois, sur un certain nombre de fondements juridiques, il n'y a pas forcément besoin d'être en présence des enfants. Je dirais même qu'on peut avoir une partie, certains modules qui pourraient être faits à distance, et il me semblerait judicieux de permettre cette possibilité, tout en précisant bien qu'il faut une partie pratique. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on affine la rédaction. Alors, l'avis des rapporteurs. Alors, dans la rédaction, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on parle des formations comportant exclusivement des enseignements à distance. Donc, il est satisfait en l'état. Parce que ce que vous dites, en fait, vous dites il y a une partie qui peut se faire à distance, peut-être une partie théorique. Mais là, l'idée de l'article, c'est vraiment d'exclure les formations
exclusivement à distance qui ne comporte pas cette partie pratique. Oui, Monsieur Bazin. D'où l'intérêt de pouvoir échanger sur nos amendements et de pouvoir les défendre, c'est que, parce que nos échanges vaudront explication et interprétation du texte, c'est que très clairement, là où on a une partie à distance, une partie en présentiel, ça sera possible. Donc je retire cet amendement maintenant qu'on a cette explication sur l'interprétation. Très bien, merci beaucoup. Pardon, Madame Chikirou, je ne vous avais pas vu. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je réagis encore à cet amendement parce que je l'avais fait en introduction. Malheureusement, il rabaisse encore le niveau initial de la PPL et l'article dans son écriture initiale est revu. Quel est le problème des formations à distance quand il s'agit de confier des enfants en bas âge à des personnes, souvent jeunes, qui n'ont pas voire aucune expérience avec des enfants? C'est que si elles sont formées 100% en distanciel, certaines ne savent même pas comment on prend un enfant dans les bras. Elles ne savent même pas comment même se protéger elles-mêmes pour éviter de s'esquinter le dos au bout de 3 mois. Aujourd'hui, ces formations à distance sont majoritairement financées par les régions, par exemple. En Île-de-France, une grande majorité des formations du personnel pour la petite enfance est formée à distance sans jamais avoir eu une pratique en crèche. Donc on met tout le monde en danger. C'est une ineptie totale. Dans la première écriture, vous proposiez d'interdire tout simplement ces formations à distance qui sont un non-sens. On est tout à fait en capacité aujourd'hui de former des gens dans des centres et dans des crèches à 100%. Sans faire du distanciel. On est capable de le faire. Donc là, vous revenez dessus en disant il ne faut pas que ce soit majoritaire. Mais vous ne définissez pas le taux. Vous ne dites pas combien de temps, quelle est la part de distanciel, quelle est la part de présentiel et de pratique. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir 95% de formation en distanciel, 5% en présentiel, qui consisterait en un stage de 4 jours, ou que sais-je encore. Donc, moi, je suis désolée, mais je suis très embêtée par votre amendement, Madame la rapporteure, parce que je pense même qu'il n'est pas complet par rapport à l'esprit que vous vouliez impulser à votre loi, et que vous avez passé un accord, et vous négociez pour essayer de placer votre proposition de loi dans une semaine transpartisane, c'est très bien, mais n'allez pas au moins 10 ans, parce que finalement, vous allez vider votre propre texte de ses principes fondamentaux et de ce qu'il pouvait apporter d'enrichissement à la loi. Oui. Ah non, peut-être pas, je ne sais pas. Alors, Madame la rapporteure, vous voulez peut-être répondre ? Oui, non, rapidement. Je pense que là, on est d'accord en fait sur le fond. Au départ, là, l'amendement qu'on proposait, c'était une réécriture de l'amendement initial parce qu'on ne voulait pas exclure les organismes de formation publique, y compris le CNED. Mais dans l'idée, je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'idée de les formations qu'on cherche à interdire, ce sont les formations exclusivement en distanciel, ce que je vous expliquais. Alors effectivement, on n'est pas rentré dans le détail de la proportion du pratique versus le théorique potentiellement en distanciel, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, on a 40% des CAP petite enfance qui nous viennent du CNED, donc ce sont bien des enseignements à distance, et qu'il faut qu'on puisse garantir qu'il y ait une part pratique dans les enseignements, parce que c'est absolument essentiel. Donc c'est ça l'objet de l'article, qui me semble absolument en cohérence avec ce que vous dites. Peut-être qu'il faudra après, dans l'opérationnalisation, l'affiner, mais sur le fond, on est parfaitement d'accord je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites, et je pense que ça rejoint même ce que disait Monsieur Bazin. Très bien, merci. Alors, l'amendement de M. Bazin, le numéro 5, a été retiré. On va voter pour l'amendement de la rapporteure, le numéro 36, qui, j'allais dire, qui a reçu un avis favorable, forcément. Suis-je bête? Qui est favorable à l'amendement de la rapporteure? Qui est défavorable? Il est adopté. Je vais mettre aux voix... Ah oui, c'est une rédaction globale, donc il n'y a pas besoin de mettre aux voix l'article 3. Après l'article 3, on a un certain nombre d'amendements de Mme Chikirou et de M. Mme Chikirou, vous présentez... le 18. Oui, merci. Je ne sais pas s'ils sont liés. Non, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui vise à... Alors, on va revenir un peu à la genèse. Philippe Vincent, qui est inspecteur général des finances, nous l'avons auditionné le 2 avril 2024. Monsieur Bazin s'en souvient, c'était dans le cadre de la commission d'enquête sur le business des crèches. Il nous avait expliqué à ce moment-là que c'est la conjugaison des aides publiques en hausse et l'abaissement des normes qui a permis le développement et la financiarisation du secteur.
le développement du secteur marchand et sa financiarisation. Il dit que pour garantir la rentabilité financière des grands groupes, la dérégulation du secteur a en effet abaissé les normes d'encadrement avec des répercussions négatives parfois graves sur la qualité d'accueil. Concrètement, c'est le décret Morano de 2010 qui a d'abord permis un accueil journalier en surnombre de 10% de la capacité d'accueil pour les plus petites structures, pouvant aller même jusqu'à 20% pour les plus grosses structures. Aucun gouvernement n'est depuis revenu dessus et la réforme Norma de 2021 a fixé un taux unique de 15% de remplissage autorisé pour toutes les structures. Bon, nous, ce qu'on propose, c'est finalement de revenir là-dessus et d'entendre le cri d'alarme des professionnels et les recommandations de l'administration et de limiter, en fait, à seulement 5% l'autorisation de surremplissage des crèches. Voilà ce que nous demandons. C'est un équilibre et c'est finalement ce qui pourrait permettre de commencer à détricoter le système et le modèle du business des crèches tel qu'il existe aujourd'hui. Très bien. Sur cet amendement, l'avis de la rapporteure. Oui, je partage l'inquiétude effectivement sur ces dérogations qui sont autorisées et qui permettent aujourd'hui, qui peuvent constituer un facteur de risque effectivement pour les enfants accueillis et la pénibilité aussi des professionnels. Le point sur cet amendement, c'est que en l'état, on n'est pas en mesure en fait d'y répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une pénurie massive de professionnels et plus largement en fait cette question de la suroccupation, on voit qu'elle pose problème notamment par rapport aux logiques de financement et de la tarification à l'heure, si je peux dire, qui pousse justement les gestionnaires, ce qui est démontré dans le livre de Victor notamment, à produire en fait cette suroccupation pour justement avoir un taux de facturation qui soit cohérent avec ce qu'ils attendent des financements publics. Donc plus largement en fait derrière votre amendement, c'est la question de la réforme du financement et de la réforme PSU qui se pose à mon avis. Et donc devant cet état de fait, il me paraîtrait plus raisonnable en l'état de retirer cet amendement et qu'on puisse réfléchir, comme ça a déjà été dit tout à l'heure, à une réforme de ce mode de financement PSU qui est mis en question, je le redis, par l'ensemble des acteurs petite enfance, y compris par la ministre qui était prête à en discuter dans le cadre d'une réforme globale du mode de financement. Très bien. Alors avant d'avoir la réponse de Mme Chikirou, M. Bazin a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je crois qu'ici, on est un certain nombre à être d'accord qu'il faut réformer le mode de financement des établissements d'accueil du jeune enfant, notamment sur la PSU. Cela étant dit, il faut faire attention parce que c'est d'une complexité, c'est-à-dire que là, quand on parle du taux d'occupation journalier, en fait, les dérogations qui sont faites, c'est quand ponctuellement dans la journée, on peut accueillir en surnombre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le personnel compétent pour accueillir. D'ailleurs, les taux d'occupation et les agréments donnés ne correspondent pas forcément à la capacité que permettent les personnes formées et qui sont présentes. D'ailleurs, parfois, on pourrait accueillir plus, mais l'agrément est inférieur. Mais les professionnels présents, si on fait le multiple, permettraient d'en accueillir plus. 105%, c'est donc finalement 5% de plus ponctuellement à certains moments. Parfois, pour certaines familles, notamment en difficulté, sur de la halte garderie, sur certaines heures, on peut répondre à des besoins pour ces familles, pour ces enfants, très ponctuellement dans la journée. Et donc, si on rigidifiait totalement, ça pourrait aller à l'encontre des familles qui ont des besoins spécifiques, et notamment de ces enfants. Très bien. Alors, Mme Chikirou, est-ce que vous retirez votre amendement ? Je vais le retirer, mais je ne le retire pas parce que je suis convaincue par les arguments présentés, pas du tout. Et je pense que le jour où on aura, et on a déjà eu de graves incidents, mais quand il y aura un grave incident dans les jours qui viennent, ou dans les mois qui viennent, ou dans les années qui viennent, je ne le souhaite pas, et qu'on se rappellera de ces discussions où on se dit 5%, attention, on met en danger l'équilibre financier d'entreprises qui font du business là-dessus, franchement, on aura l'air bête. Donc, je ne le retire pas pour ces raisons-là. Je le retire uniquement parce que j'ai eu une discussion avec Madame la rapporteure qui m'a demandé de permettre que le texte soit adopté sans mes amendements, sans les amendements de la France Insoumise, pour qu'elle puisse le présenter lors d'une semaine transpartisane. Et moi, je ne veux pas empêcher Madame la rapporteure d'amener ce texte en séance parce que je suis convaincue qu'on a intérêt à avoir un débat en séance. Ce sera aussi l'occasion pour nous, la France Insoumise et d'autres membres du NFP, d'amender le texte que vous présenterez à ce moment-là. Donc, je ne vais pas vous empêcher d'aller et de faire adopter par cette commission le texte tel que vous avez décidé de l'adopter, non pas comme vous l'avez présenté initialement, mais amendé en moins 10 ans que ce que vous aviez présenté initialement. Je tiens à le dire, moi, il faut être clair là-dessus. Donc j'accepte votre demande, Madame la rapporteure, uniquement pour cette raison-là, et certainement pas parce que je suis convaincue qu'on peut encore gagner du temps
sur la réforme indispensable à faire sur le système qui est en cours. Donc vous retirez le 18, c'est ça? Est-ce que vous retirez le 20 aussi? Non, il n'est pas concerné. D'accord, alors allez-y. Ah, ouais, ok. Alors allez-y, sur le 20. Non, je le fais très rapidement parce que vous avez compris que si Madame la rapporteure me demande de le retirer, je le retirerai aussi, mais elle m'a dit qu'elle ne me demanderait pas de tous les retirer, mais elle ne m'a pas dit lesquels. Donc est-ce que celui-ci, elle me demande aussi de le retirer? Il porte aussi sur le problème de la dérégulation et de la baisse du taux d'encadrement réglementaire, puisque c'est encore la réforme Norma de 2021, qui est une des pires réformes qui soit passée, qui a fait passer de 1 pour 5 enfants non marcheurs le taux d'encadrement, et de 1 pour 8 enfants marcheurs, sachant que la réalité et les témoignages que nous avons eus lors de la commission d'enquête sur le business des crèches, c'est parfois des personnels qui nous disaient on est à 1 pour 13 enfants. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, on se rend compte de la mise en danger. Tout à l'heure, la camarade Karine Lebon questionnait, la collègue Karine Lebon questionnait finalement notre vision de notre société et de la place des enfants et de la petite enfance dans notre société. Est-ce qu'on a envie d'en prendre soin ? Ou est-ce que finalement, tout ce qui compte, c'est de permettre au business de continuer et de ne surtout pas l'atteindre par des mesures qui pourraient en limiter la rentabilité? Alors que le cœur du problème est là. Le cœur du problème, c'est la rentabilité. On ne l'attaque pas avec ce texte-là, mais on essaye plus ou moins de ménager la chèvre et le chou. On ménage les gains, l'argent, la possibilité pour des actionnaires de faire encore de l'argent là-dessus, et on essaye de rassurer les parents en leur disant « Regardez, le législateur fait des choses. C'est très bien pour commencer, c'est insuffisant pour régler le sujet. » Donc voilà pourquoi cet amendement est là. Si vous me demandez de le retirer, je le retirerai, sans conviction, évidemment. Madame le rapporteur. Alors non, je vais peut-être vous surprendre, tentant, Madame c'est pas Chiquirou, mais en l'occurrence, sur cet amendement, vous voyez, j'apprécie votre effort et votre capacité de compromis. En l'occurrence, le fait d'inscrire le taux d'encadrement qui est réglementaire aujourd'hui, enfin qui est déjà défini dans la charte nationale, ne me pose absolument pas de sujet. Je pense que c'est symbolique. Après, derrière, effectivement, c'est toute la réflexion qu'il peut y avoir sur les ratios d'encadrement. Je le disais tout à l'heure, effectivement, quand on voit qu'en Angleterre, par exemple, c'est 1 pour 3 et qu'on a des professionnels des syndicats qui se mobilisent pour qu'on atteigne ces ratios, on va plutôt dans le sens inverse jusqu'à maintenant. Mais moi, c'est une idée que je défends, effectivement, qu'on puisse revenir idéalement à ce qui était avant. Nous, à Paris, c'est 1 pour 5, 1 pour 8. Donc, bon, on essaye de maintenir ça. Donc, cette question des ratios, elle est importante. En l'état, on a des difficultés de personnel, donc ça reste un vrai sujet. Mais moi, je ne suis pas... J'émets un avis favorable sur cet amendement pour que les ratios, le taux d'encadrement qui existe déjà, soit inscrit dans la charte nationale d'accueil du jeune enfant, parce qu'effectivement, ça participe de la qualité d'accueil. Thibault Bazin. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette pratique de 1 pour 5, 1 pour 8, qui correspond à la réglementation, elle est pratiquée par de très nombreux endroits, parce que même s'il y a eu des assouplissements prévus, en fait, beaucoup des acteurs, qu'ils soient privés, privés lucratifs, privés non lucratifs ou publics, nous ont indiqué qu'ils continuaient à utiliser le 1 pour 5, 1 pour 8. Donc je tiens à rassurer aussi, s'il y a eu des abus scandaleux à certains endroits qu'il faut combattre, ce n'est pas la pratique généralisée, comme l'ont révélé nos travaux. On a quand même questionné l'ensemble des PMI de France, l'ensemble des caves de France. Et je crois qu'à un moment, c'est important de revenir aussi à tout ce qu'on a pu constater. Très bien. Très bien. Alors, l'amendement de Mme Chiquirou, le 21, avec un avis favorable de la rapporteure, je vais le mettre au... C'est moi qui me trompe, pardon. Le 20. Le 20, donc le numéro 20, avec un avis favorable de la rapporteure, je vais le mettre aux voix. Qui est favorable à l'amendement? Qui est défavorable? Il est adopté. Le 21, effectivement, c'est un amendement de M. Boyard, mais il est co-signé. Est-ce qu'il est défendu? Défendu. Quel est votre avis? Avis défavorable. Défavorable. Je le mets aux voix, avec un avis... Enfin, si vous pouvez le retirer, oui, pardon. Ah, pardon. Si vous pouvez le retirer, évidemment, oui, parce que c'est effectivement pas l'objet du... les siens, ceux de M. Boyard. Non, mais c'est pas l'objet du... C'est un vrai débat qu'on peut avoir poétiquement, mais c'est pas l'objet de la PPL. C'est pas l'objet de la PPL aujourd'hui, donc oui, si vous pouvez le retirer. Vous retirez le 21? Puisque Madame la rapporteure me le demande, oui. Ah, très bien. Alors, il est retiré. Très bien. Le 12. Non, c'est pas vous. Monsieur Frappé. Je vous remercie, Monsieur le Président. La qualité de l'accueil dans les établissements de la petite enfance repose sur la formation continue et l'analyse régulière des pratiques professionnelles des équipes. Ces actions permettent de renforcer les compétences des personnels et d'améliorer les projets éducatifs tout en répondant aux situations complexes rencontrées dans le cadre de l'accueil des jeunes enfants.
Cet amendement propose d'institutionnaliser 3 journées pédagogiques annuelles au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. Ces journées permettront aux équipes de réfléchir collectivement sur leurs pratiques, d'aborder les problématiques liées à la bientraitance et de participer à des actions de formation adaptées aux besoins spécifiques des structures. Pour garantir la faisabilité de ce dispositif sans alourdir les charges de l'État, les établissements organiseront ces journées dans le cadre de leur fonctionnement habituel. La Caisse nationale des allocations familiales sera mobilisée pour accompagner les structures en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques dans le cadre de ces missions existantes. Ce dispositif vise à répondre aux attentes des familles en matière de qualité de l'accueil et à promouvoir un environnement éducatif, bienveillant, professionnel, sans création de charges nouvelles. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, oui. Votre amendement est déjà satisfait puisque ça fait partie de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui a été inscrite récemment, donc la COG de la CNAF pour 2023-2027. C'est 3 journées pédagogiques. Et j'ai juste un mot pour dire qu'effectivement, c'est absolument important. La souffrance au travail de certaines professionnelles, c'est aussi pour partie ce défaut d'analyse des pratiques et de temps en dehors du soin des enfants direct, du temps entre elles, entre eux, pour échanger sur les pratiques, pour évoluer, pour voilà, partager aussi ces expériences professionnelles qui sont très engageantes sur le plan émotionnel, sur le plan affectif et qui sont importantes. Donc à Paris, nous sommes, désolée de ramener toujours à Paris, mais nous sommes à 4 journées pédagogiques par an. Je ne peux qu'inciter tous les élus qui le peuvent à promouvoir ces journées pédagogiques et leur multiplicité pour que les professionnels puissent avoir ces temps pour penser aussi aux projets d'éveil proposés dans leurs établissements. Mais en l'état, l'amendement est déjà satisfait. Est-ce que vous le retirez? Oui, vous le retirez. Très bien. Alors, on passe à l'amendement numéro 13 de M. Boyard. Défendu? Oui, je demande un retrait. Demande de retrait. Vous le retirez? Il est retiré. Le 19, Mme Chikirou. Je demande également un retrait. Est retiré aussi. Et le 23 de M. Boyard. Défendu? Oui, je demande également un retrait. Mais je reviens sur l'idée qu'il faut absolument collectivement qu'on repense cette question du financement. Et effectivement, le financement forfaitaire peut être une des solutions. Il y a aussi des effets de bord qu'il faut évaluer. Mais l'idée de l'expérimentation n'est pas inintéressante. Mais en l'état, ce n'est pas l'objet, encore une fois, sur la structuration du financement public, mais qu'il faudra étudier par ailleurs. Donc c'est un vrai sujet. Mais en l'état, je demande le retrait. Il est retiré. Très bien. Vous voulez prendre la parole, Mme Amiot? Le 17. Donc le 17 de M. Boyard est défendu. Non, pardon, Mme Amiot. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce dernier amendement propose un rapport concernant les prestations d'accueil du jeune enfant et les prestations de service unique. L'idée est d'évaluer donc ces prestations au regard notamment de son financement et justement de la facturation comme critère justement de financement. Ce rapport prévoit justement de pouvoir être dans la suggestion et la proposition sur l'évolution nécessaire du service unique, l'évolution nécessaire aussi des prestations d'accueil et des propositions au sujet du type de financement envisageable pour rendre le service supportable. Merci. L'avis de la rapporteure. Oui, alors, ça n'est pas vraiment ce qu'on peut considérer comme une mesure d'urgence. C'est vrai qu'il y a déjà un certain nombre de rapports, pour le coup, qui ont été établis par rapport à ces questions de financement. Cela dit, bon, sur l'idée, dans le fond, évidemment, je ne suis pas opposée formellement à ce qu'il puisse y avoir un nouveau rapport sur le système PSU-PAGE. Donc, j'émets plutôt un avis favorable sur cet amendement de rapport. Très bien, avec un avis favorable de la rapporteure, je mets aux voix cet amendement qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée, qui est favorable à la proposition de loi. Bon, eh ben, elle est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Bravo. Très bien, on va en enchaîner. Je vais appeler la rapporteure du texte. Pardon? Ah, ça y est, c'est fini? Alors, oui, mais on avait dit qu'on allait au bout du projet de loi de fin de gestion. Enfin, si vous en êtes d'accord, hein.
Ah, il y a une motion de rejet sur le... Ah, pardon, j'avais pas... Il y a toutes les explications encore. Elle n'a pas été défendue, il y a toutes les explications. Elle n'a pas été défendue encore, donc je pense qu'on peut continuer à travailler. Hein? Bah, oui, mais il faut qu'on y aille. Par ailleurs, c'est la discussion générale. Nous en sommes à la discussion générale. Je pense qu'on peut continuer à travailler. Et évidemment, on lèvera la séance pour aller voter la motion de rejet. Alors, je salue Chantal Jourdan, là voilà. Bon, merci. Ouais, bravo. Bon, pour examiner la proposition de loi visant à former les jeunes aux premiers secours en santé mentale. Madame le rapporteur, bonjour, bonjour. Bonjour. À peine le temps de vous installer et je vous donne la parole pour démarrer et nous expliquer. Chut, chut, chut. Voilà, je vais donner la parole, s'il vous plaît, à la rapporteure du texte et elle va tout de suite nous exposer le contenu de cette proposition de loi, s'il vous plaît. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors je sais que la tension va être difficile, mais bon. Voilà. Alors, chers collègues, la santé mentale des Françaises et Français se détériore gravement depuis plusieurs années et la crise sanitaire a accéléré cette tendance. Je le rappelle, 13 millions de Françaises et Français, soit 1/5 de la population, sont touchés par des troubles psychiques. Comme l'indique Santé publique France, la tendance déjà amorcée depuis 2010 a connu une accélération sans précédent entre 2017 et 2021, et en particulier chez les jeunes adultes. Cela a atteint des proportions inquiétantes chez les jeunes. La prévalence des épisodes dépressifs a par exemple augmenté de 9 points chez les jeunes adultes entre 2017 et 2020 et touche désormais plus de 20% d'entre eux. En 2023, 4 étudiants sur 10 présentaient des symptômes dépressifs modérés à sévères, soit une augmentation de 15 points en 4 ans. Les mineurs sont aussi touchés. 13% des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale et près d'un quart des collégiens et lycéens déclarent un sentiment de solitude ou des pensées suicidaires. L'adresse nous alerte. Si être jeune protégé de la dépression en 2014, la jeunesse est devenue en 2021 un facteur de risque. Cette tendance est qualifiée de phénomène épidémiologique rare. La dégradation de la santé mentale est encore plus marquée chez les filles, pour qui les chiffres sont alarmants. Ce phénomène semble d'ailleurs se traduire dans les troubles addictifs et aussi dans la consommation de psychotropes. 936 000 jeunes ont bénéficié du remboursement d'au moins un psychotrope en 2023, soit 144 000 jeunes de plus qu'en 2011, même si on peut quelquefois avoir des phénomènes de surmédication. Si les causes de ces tendances restent largement à définir, il est certain que les facteurs sociaux, économiques et environnementaux influencent fortement la santé mentale. Face à cela, la psychiatrie de secteur est en grande difficulté. L'accès à des soins psychologiques remboursés demeure insuffisant et la répartition des soignants reste très inégalitaire. Les conséquences pour la société sont dramatiques sur le plan sanitaire. Les personnes atteintes de troubles sévères voient leur espérance de vie réduite de 10 à 20 ans. Elles sont également inquiétantes sur le plan économique et social, puisque le coût total lié à la santé mentale est évalué à près de 163 milliards d'euros. Cela représente une augmentation de 50% depuis 2012. Dans ce contexte, nous voyons bien que la santé mentale est un enjeu de santé publique majeur. Il appelle de notre part une impulsion politique forte et des mesures nouvelles et significatives, particulièrement pour soutenir les jeunes. Alors que la santé mentale a été déclarée grande cause nationale pour l'année 2025, cette proposition de loi, déposée par le groupe socialiste et apparenté, se présente comme une première réponse d'urgence face à la détresse croissante des jeunes. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a globalement été accueillie très favorablement par les acteurs. Elle repose sur 2 piliers, correspondant respectivement à ces 2 premiers articles. Tout d'abord, l'article 1 propose la création d'un pass premier secours en santé mentale, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'accéder gratuitement à une formation. Ce dispositif s'inspire d'un programme créé en Australie dans les années 2000, déployé à ce jour dans 29 pays et adapté en France à partir de 2018 sous l'impulsion de l'association
PSSM, c'est-à-dire Premier Secours en Santé Mentale France, et de ses membres fondateurs, l'INFIP, l'UNAFAM et Santé Mentale France. Un consensus scientifique et politique s'est rapidement dégagé sur l'intérêt de telles formations qui font l'objet d'un référentiel exigeant et révisé régulièrement. Le programme contribue 1. à apporter à la population générale des connaissances sur la santé mentale et sur les principaux troubles psychiques. 2. à déconstruire les représentations mentales négatives, stigmatisation, discrimination, et à briser les tabous autour de la santé mentale. Et troisième point, à encourager les interventions basées sur le lien social en favorisant en particulier le soutien entre pairs. Les formations PSSM ont été soutenues par les pouvoirs publics dès 2018. Elles ont été intégrées dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, puis élargies par les assises de la santé mentale et de la psychiatrie de 2021. Près de 200 000 secouristes auront été formés fin 2024, ainsi que 1800 formateurs sur tout le territoire national, y compris dans les territoires ultramarins. L'objectif de cette proposition de loi est donc d'apporter une nouvelle impulsion pour intensifier leur déploiement et les orienter davantage vers les jeunes, qui ne peuvent à ce jour pas en bénéficier, ou à ceux qui le peuvent, mais en sont trop éloignés. En effet, l'association propose actuellement 2 formations. La formation PSSM standard, qui s'adresse à tous les adultes, et la formation PSSM jeune, mais qui s'adresse non pas directement aux jeunes, mais aux adultes qui vivent et ou qui travaillent avec eux. Aujourd'hui, donc, le développement d'un module pour mineurs est en préparation, PSSM ado, il est même en cours de finalisation, mais le format de ce module sera réduit et adapté à l'âge, proposant 3 séances de 60 minutes pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans et de 90 minutes pour les jeunes de 15 à 18 ans. Le pass que nous proposons garantira la gratuité de la formation à chaque jeune de 16 à 25 ans qui souhaite en bénéficier, sur la base du volontariat donc uniquement. Évidemment, je le précise, cette mesure ne se substitue en aucun cas au renforcement de l'offre de soins qu'il nous faut absolument d'ailleurs soutenir par ailleurs. Avec le PSSM, il s'agit d'une démarche citoyenne et de prendre conscience de l'importance de l'attention à l'autre qui fonde le lien social, premier facteur de santé psychique. Pour dissiper les inquiétudes quant au coût d'un tel dispositif, dont nous pourrons reparler tout à l'heure, je vous indique que le coût d'une formation PSSM adulte est d'aujourd'hui 250 € environ. En formant les jeunes en interne, dans des structures telles que l'université, l'école, les associations, les clubs sportifs ou encore les MJC ou autres lieux, et en proposant une formation réduite telle que le module PSSM ado, le coût peut chuter à seulement 23 € par élève. Autrement dit, le coût qui pourrait résulter de l'adoption de cet article dépendra essentiellement de la capacité à proposer des formations en interne et du taux de recours au dispositif par les personnes éligibles. Dans un scénario de déploiement relativement ambitieux, il sera sans doute de moins de 100 millions d'euros pour la première année. Ce coût sera amené à diminuer graduellement chaque année et permettra des coûts évités. Même dans le cadre budgétaire que nous connaissons, il me semble que le coût du dispositif pourra trouver sa place dans des crédits supplémentaires attendus dans le cadre de la grande cause nationale pour 2025. Un décret est prévu pour préciser la nature des formations au premier secours en santé mentale proposées et les adapter au public visé. Pour cela, nous pensons qu'un travail interministériel doit être engagé entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec les associations, pour développer les formations qui répondent à la fois aux exigences du cadre scolaire et aux standards des programmes développés par PSSM France. Pour faciliter ce travail, il pourra être prévu un déploiement en 2, voire 3 temps, en visant par exemple d'abord la population des jeunes âgés de 18 à 25 ans, avant d'élargir le pass aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, puis éventuellement aux mineurs de 12 à 16 ans. Mais je pense qu'on doit tout de même aller assez vite sur ces étapes. Par ailleurs, ce décret prévoit un plafond limite du coût de la formation pris en charge par l'État. Cela empêche donc tout effet d'aubaine, tel qu'une inflation des prix
donc des formations. Je tiens à souligner, au regard de certaines remarques que nous avons eues durant les auditions, que les personnes formées ne sont pas des professionnels de santé et n'ont certainement pas vocation à les remplacer. Les secouristes ne peuvent être que des passeurs, comme dit PSSM France. La formation ne doit pas faire peser sur eux une responsabilité quelconque. Cette précaution doit être particulièrement présente pour les jeunes et le décret d'application devra s'en assurer. Pour cela, il est indispensable que les jeunes formés aient toujours un ou plusieurs adultes référents à proximité dans leur entourage vers lesquels se tourner en cas de besoin. Pour intensifier sensiblement les efforts de communication et de sensibilisation, l'article 2 prévoit la création d'une campagne nationale de sensibilisation à la santé mentale. En lien avec la population ciblée par l'article 1er, cette campagne vise spécifiquement les jeunes de 16 à 25 ans. Pour mieux atteindre cette population, il s'agira donc de développer une communication sur un ensemble de médias, y compris les réseaux sociaux. Cette campagne doit être pensée comme un outil majeur de prévention et de déstigmatisation des troubles psychiques. Cet impératif revient dans toutes les auditions des acteurs de la santé mentale. Cette campagne doit être déployée à très grande échelle et prévoir, ou du moins préfigurer, un déploiement jusque dans les programmes scolaires. Chers collègues, je vous invite donc aujourd'hui à voter en faveur de ce texte qui montrera notre engagement à faire de la santé mentale une véritable priorité et marquera ainsi un jalon dans la détection, l'amélioration de la prise en compte des troubles psychiques en France. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Je vais tout de suite ouvrir la discussion générale en donnant la parole à Monsieur Liorey. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, de très nombreuses études qui se recoupent et qui vont toutes dans le même sens confirment effectivement que la santé mentale de notre jeunesse est devenue extrêmement préoccupante. 15% des collégiens et lycéens déclarent des épisodes dépressifs, 25% des idées suicidaires, 236 000 jeunes de 12 à 25 ans sont sous traitement médicamenteux, et chez les jeunes de 6 à 17 ans, la consommation d'antipsychotiques, antidépresseurs, psychostimulants, hypnotiques et sédatifs explose entre 2014 et 2021, respectivement plus 48%, plus 62%, plus 78%, plus 155%. Les causes sont multiples, qui souvent se conjuguent, et nous aurons l'occasion peut-être de les développer en hémicycle. Aussi, cette proposition de loi visant à former les jeunes au premier secours en santé mentale nous semble nécessaire. Elle traite essentiellement de l'aspect préventif et vise à sensibiliser les jeunes au thème de la santé mentale en écartant effectivement toute stigmatisation. Elle propose l'instauration d'un pass secours premier soin en santé mentale pour les jeunes de 16 à 25 ans et prévoit une campagne nationale de sensibilisation pour ce public. Notre groupe salue donc cette proposition de loi qui va dans le bon sens, que nous souhaitons enrichir pour en renforcer les effets. Nous proposons d'intégrer des sessions de formation en santé mentale dans les programmes scolaires ou, à défaut, dans le cadre d'ateliers de sensibilisation, en présence de professionnels, comme c'est le cas pour la sécurité routière. Nous proposons également de développer une application sur ce thème afin de permettre un accès en tout lieu, à tout moment, à des ressources et contacts pour demander de l'aide. Nous avions souhaité aller plus loin, par exemple, en proposant une extension de la cible sur les 12-16 ans, au vu des études citées en préambule. Nous proposions également de prendre le mal à la racine en étudiant les impacts psychologiques et comportementaux sur la santé mentale de l'exposition prolongée, voire addictive aux écrans, ainsi que l'impact du harcèlement scolaire sur la santé des jeunes. Malheureusement, ces amendements ont été déclarés irrecevables. Néanmoins, vous l'aurez compris, chers collègues, notre groupe Rassemblement national est pour une véritable politique de santé mentale des jeunes et nous voterons en faveur de cette proposition de loi. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Christophe Montgardien. Rapporteur, chers collègues. Alors, je suppose que c'est à moi de parler, mais il n'y a pas de thé à mon nom. Oui, ça m'a étonné aussi, mais bon. Vous le savez, la santé mentale fait partie des priorités du groupe parlementaire Ensemble pour la République depuis un certain temps. Et Gabriel Attal l'avait même souligné dès son discours de politique générale. La santé mentale de notre jeunesse mérite qu'on lui donne des moyens et des outils effectifs pour la défendre. Nous avons donc accompagné la montée en puissance du dispositif Mon soutien psy et nous nous sommes mobilisés dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire et en ligne. Les chiffres, vous les connaissez déjà sans doute.
Mais si je devais en choisir un, ce serait le fait que 11,7% des jeunes de 18 à 24 ans étaient concernés par la dépression en 2017. Ils sont en 2021, 20,8. La croissance est significative. Quand on est jeune, il peut être difficile de se confier à un adulte, parfois par peur de l'inquiéter inutilement, d'autres fois par peur d'être mal compris, ou encore parfois par crainte de ne pas être pris au sérieux. Dans ces situations, on se retourne alors souvent et plus facilement vers ses pairs, vers d'autres jeunes. Malheureusement, ces jeunes interlocuteurs sont souvent peu expérimentés pour gérer une telle situation. Il convient donc de les former, de les équiper pour recevoir ce type de témoignages et potentiellement venir en aide à celles et ceux qui choisissent de leur faire confiance. C'est là tout l'objet de cette proposition de loi. Vous l'avez compris, le groupe Ensemble pour la République est en phase avec les objectifs poursuivis par la présente proposition de loi du groupe socialiste. Mais afin de garantir à cette proposition de loi d'aboutir et d'atteindre véritablement ces objectifs, il convient néanmoins de travailler ensemble pour en définir plus précisément les contours, notamment pour mieux cibler la population à laquelle ce dispositif de formation au premier secours en santé mentale s'adressera. Le groupe Ensemble pour la République a donc déposé des amendements en ce sens. Ces amendements, tout en restant attachés à l'esprit du texte, nous permettront, nous l'espérons, de rationaliser le périmètre de ce dispositif, tout en préservant son efficacité et l'objectif qu'il poursuit. Très bien, merci beaucoup. Madame Élise Le Boucher. Mon gardien, si vous pouvez couper votre micro, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vous apprends rien, les chiffres ne sont pas bons concernant la santé mentale des jeunes. En 2023, 41% des étudiants présentaient un syndrome dépressif modéré ou sévère, avec une accentuation chez les jeunes femmes, dont 12,8% des 18-24 ans ont déclaré avoir fait une tentative de suicide. Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette situation, le cyberharcèlement, la phobie scolaire, les troubles addictifs, mais aussi les réseaux sociaux. Nous ne pouvons faire l'impasse non plus sur l'augmentation de la précarité chez les jeunes. Selon l'IFOP, 61% des étudiants ont sauté un repas par manque d'argent. De nombreuses études soulignent la surreprésentation des troubles psychiques au sein de la population en situation de précarité. Pour exemple, les enfants vivant sous le seuil de pauvreté sont 3 fois plus souvent hospitalisés pour des troubles psychiatriques que les autres. Nous ne pouvons évacuer non plus les politiques d'Emmanuel Macron avec, par exemple, Parcoursup, réelle source d'inquiétude, voire d'angoisse, sans parler de parcours psy ou soins psy et de ses limites dont les professionnels eux-mêmes expriment régulièrement. L'accès aux soins psychiatriques est rendu difficile par l'état de l'offre de soins, avec un perpétuel sous-financement de la psychiatrie publique, couplé avec une stigmatisation. Il manque 1000 pédopsychiatres sur le territoire, des listes d'attente trop longues dans les CMP. Avec les évolutions de l'Ondam hospitalier de ces dernières années, il manque 1 milliard d'euros à la psychiatrie publique. Alors, cette proposition de loi ne répond pas, en effet, aux difficultés d'accès aux soins psychiatriques, et vous l'avez bien dit, Madame la rapporteure, mais propose une alternative pour les jeunes, afin de déstigmatiser, de démocratiser la santé mentale, ce qui pourrait permettre d'être plus réactif et de sortir du tabou que peuvent être les troubles psychiques, face auxquels tout le monde est confronté. Alors, l'enjeu de ce texte, c'est comment rendre ce dispositif accessible à l'ensemble des jeunes, et c'est le sens de nos amendements, mais nous voterons ce texte. Merci beaucoup, Monsieur Joël Aviragnet. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous le savons tous, la santé mentale de nos jeunes s'est nettement dégradée ces dernières années. Donc, en 2023, en effet, 41% des étudiants présentaient des symptômes dépressifs modérés à sévères et le suicide reste la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans. Ces chiffres incarnent des vies marquées par la souffrance, des familles confrontées à des drames et ils exigent une réponse urgente de notre part. Le secteur de la santé mentale, de son côté, à bout de souffle, les professionnels manquent, les structures sont saturées et le tabou autour de ce sujet essentiel freine l'accès aux soins. C'est dans ce contexte que notre groupe a élaboré un programme ambitieux pour réellement faire de la santé mentale une grande cause nationale exposée dans une note à la Fondation Jean Jaurès. Cependant, attendre sans agir serait en la matière criminelle. Nous avons donc décidé d'avancer pas à pas. Cette proposition de loi visant à former les jeunes au premier secours en santé mentale est une première brique que nous posons.
Elle donnerait à nos jeunes les moyens de devenir acteurs de leur propre santé mentale et de celle de leurs pairs. Le cœur de cette initiative est la création d'un pass Premier Secours en santé mentale. Sur le modèle du pass culture ou du passeport, ce dispositif permettra à chaque jeune de 16 à 25 ans d'accéder gratuitement à une formation complète. Apprendre à identifier des signaux d'alerte, écouter sans juger et orienter vers les bons professionnels, voilà des compétences fondamentales que chacun devrait posséder. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi le texte prévoit également une campagne nationale de sensibilisation. Car il est temps de briser les préjugés autour de la santé mentale, de rappeler que demander de l'aide est une force et de faire de ces formations un levier de changement. Alors, chers collègues, voter ce texte, c'est envoyer un message aux jeunes. C'est un acte de prévention, de solidarité et de responsabilité. C'est voter pour un avenir où chaque jeune disposera des outils nécessaires pour faire face, pour comprendre et pour réagir sans juger. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous propose qu'on écoute Mme Cornelou. Ensuite, je suspendrai la séance et nous irons voter. On aura 5 minutes pour aller tranquillement voter, donc on a le temps. Mais d'abord, on écoute Mme Cornelou et on reprendra ensuite. Prenez le micro. Ah bah oui, c'est pas bien. C'est bon. Bon, je recommence pas. Le groupe de la droite républicaine est tout à fait favorable à l'idée de considérer la santé mentale comme grande cause nationale 2025 et rejoint les objectifs de ce texte. Sensibiliser les jeunes à la santé mentale, réduire la stigmatisation liée aux troubles psychiques, améliorer la reconnaissance des premiers signes de détresse et favoriser ainsi l'orientation vers des soins. Aussi, faciliter l'accès aux soins est en phase avec nos préoccupations sanitaires. Nous sommes conscients de la situation actuelle. Les chiffres, cela a été rappelé, sont alarmants et inquiétants. 35% des pathologies psychiatriques adultes, dépression, anxiété, pensée suicidaire débuteraient avant 14 ans, 48% avant 18 ans et 62,5% avant 25 ans, selon le rapport de la Cour des comptes publié en mars 2023. Près de 43% des étudiants ont déclaré s'être retrouvés en situation de détresse psychologique, contre 29% l'année précédant la pandémie de Covid, selon l'Observatoire de la vie étudiante en 2021. Cette situation préoccupante mérite une prise de conscience collective pour une action publique volontaire et ambitieuse. Toutefois, comment mettre en place le dispositif de passe premier secours en santé mentale? J'ai bien entendu, Madame la rapporteure, vous avez mis en exergue que ces formations ne seraient pas dispensées par des professionnels de santé, mais par des secouristes et autres, et je pense que là, nous avons la ressource. Mais lorsque ces formations seront dispensées, forcément, des personnes ayant besoin de soins, des jeunes ayant besoin de soins seront repérés. Or, nous savons qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas des ressources humaines nécessaires. Les familles doivent souvent attendre 2 ans pour obtenir une place dans un centre médico-psychologique. Nous comptons seulement 600 pédopsychiatres pour près de 10 millions d'enfants. Donc je crois que nous devons avant tout appeler le gouvernement à mettre en œuvre une politique d'attractivité renforcée de la pédopsychiatrie, valoriser davantage les parcours hospitalo-universitaires, soutenir la recherche dans la discipline. Nous devons également renforcer la formation initiale et continue des praticiens. Il me semble que ce pass doit s'inscrire dans une loi beaucoup plus globale, structurelle, pour réfléchir à l'ensemble de la filière psychiatrique, avec bien évidemment la sensibilisation et le repérage, mais ensuite l'accompagnement et l'accès aux soins. Nous nous abstiendrons sur ce texte. Merci. Merci beaucoup. Donc on s'arrête là et on se retrouve après le vote de la motion de rejet.
Monsieur Vigier. Monsieur Vigier, est-ce que tu es prêt à prendre la parole? Alors, attends, très bien. Alors... J'ouvre à nouveau nos travaux. Et comme M. Pétavy n'est pas encore revenu, il prendra la parole quand il reviendra tranquillement. On va le laisser s'installer tranquillement, revenir et s'installer. Donc je passe la parole à Philippe Vigier. On poursuit. Oui, merci, Monsieur le Président. La discussion générale. Même si la discussion est tachée, elle doit être intense et importante, tant le sujet dont nous sommes saisis cet après-midi est un sujet absolument majeur. Ça a été soulevé d'ailleurs par Chantal Jourdan, notre rapporteur, tout à l'heure, quand on connaît le désarroi des jeunes de 16-25 ans, le sujet de santé mentale qui les a envahis, surtout qu'en post-Covid, il y a les premières études qui sont sorties, comme elle le sait, et qui sont assez désastreuses. Elles sont désastreuses parce que déjà, on avait un déficit de prise en charge donc de façon antérieure, qui s'est aggravé par ce que je viens d'expliquer à l'instant. Et concomitamment, moi je suis dans un territoire où j'ai la chance d'avoir un hôpital psychiatrique et donc je siège en tant que parlementaire. Et je me rends compte à quel point il y a une véritable difficulté de prise en charge territoriale. Je pèse mes mots pour expliquer. Lorsque vous avez 16 ans, lorsque vous êtes jeune, lorsque vous avez une famille qui n'est pas toujours là pour vous encadrer, lorsque vous n'avez pas le permis parce que par définition vous avez 16 ans, que la moindre consultation est jusqu'à 60 ou 80 km, eh bien ça crée des difficultés complémentaires gravissimes. Donc je voulais souligner que cette proposition de loi va dans le bon sens. Vous l'avez souligné également, Madame la rapporteure tout à l'heure, les incidences financières sont énormes. Il s'agit de plus de 160 milliards d'euros en conséquence. Et donc, ça permet à chacun de mesurer le rôle que nous avons dans la structuration et que ce pass tel qu'il est envisagé pour les jeunes me paraît vraiment aller dans le bon sens. Et je voudrais terminer sur un élément qui, pour moi, est essentiel, c'est la dimension interministérielle. Parce qu'en fait, ce qu'on vit pour la santé mentale, on vit pour l'ensemble des pathologies et l'ensemble des prises en charge de la santé dans ce pays. Tant qu'on n'aura pas une vraie transversalité, mais je dis ça devant notre président Frédéric Valletoux, qui a été, comme chacun le sait, ministre de la Santé, le sujet de l'interministériel est le sujet, même si c'est un délai court, il permet de bien prendre conscience des sujets. Et même si l'interministériel, c'est la base, parce que ce réseau étanche auquel on assiste trop, eh bien, d'autant plus que les infirmières scolaires sont peu là ou pas là, hein, moi je peux en parler très librement, et même si on a déployé quelques efforts, ça veut dire que vraiment, tout est devant nous. Donc soyons à la tâche avec un projet d'envergure. Et le dernier mot, c'est comment, vous voyez, ça rejoint un peu les débats du début de la journée, c'est comment on aura de nouvelles attractivités pour les soignants dans ce domaine-là. Et là, c'est encore plus complexe que ça n'était auparavant. Moi, j'assiste plutôt à une désertification qui s'aggrave très fort plutôt que même qu'elle ne se stabilise, parce que faute aussi de carrière, faute aussi, simplement dire, d'attractivité de ces filières. Donc, il convient d'y remédier. Merci. Merci. Oui, j'ai vu que Sébastien est intervenu, mais peut-être que... Ah bah écoutez, mettez-vous d'accord. Vous savez, là, on va... Mettez-vous d'accord. Si vous êtes d'accord, je laisse la parole à Nathalie Colin-Osterlé et ensuite, je reviens vers vous. Non? Vous savez qui veut parler? Alors, vous voulez parler maintenant, Sébastien? Sébastien, tu veux prendre la parole maintenant? Bon, allez, feu. Alors, Nathalie, allez, on reprend. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Alors, évidemment, nous saluons, le groupe Horizon Indépendant salue évidemment l'objectif de cette proposition de loi qui reconnaît l'urgence de la question de la santé mentale et qui propose des outils pour mieux accompagner les jeunes. Ce pass premier secours en santé mentale vise à équiper la jeunesse de compétences essentielles pour détecter les signes de détresse psychique et orienter efficacement vers les structures d'accompagnement. Évidemment, la formation sur ces questions, c'est un investissement dans l'avenir. C'est apprendre à identifier les signaux de détresse, à en parler sans honte, à orienter les personnes concernées vers des solutions adaptées. C'est poser les bases d'une société où la santé mentale n'est plus ignorée, mais reconnue comme un pilier fondamental du bien-être collectif. Cependant, ce texte suscite des interrogations sur sa mise en œuvre et sur son efficacité. Déjà, par rapport à son coût, le coût de cette mesure est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros et cela soulève des inquiétudes majeures dans un contexte budgétaire déjà contraint. Il s'agit d'un investissement significatif qui pourrait s'avérer en réalité peu efficace si le taux de recours au dispositif reste faible, comme cela a été observé pour d'autres mesures similaires. Ce qu'il nous semble, c'est qu'en l'absence d'une obligation ou d'une incitation forte, il existe un risque que peu de jeunes, finalement, optent volontairement pour ces formations, ce qui en réduirait évidemment l'impact attendu.
Nous plaiderions davantage pour une approche intégrée qui inclut ces modèles dans des formations obligatoires, comme la formation au premier secours à l'école, et qui pourrait permettre de toucher un public plus large tout en maîtrisant les coûts. Si l'objectif de renforcer la prévention en santé mentale est partagé, nous plaidons donc pour une réflexion plus approfondie sur l'intégration des formations à la santé mentale dans des dispositifs existants à l'école comme à l'université, ce qui permettrait une meilleure diffusion et un impact renforcé à moindre coût. C'est pour cela que notre groupe s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sébastien Pétavy. Ce coup-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Depuis la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 et ses nombreux confinements successifs, cela nous a mis en lumière une crise sans précédent de la santé mentale en France. Alors que de nombreuses études rappellent que les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur 5, qu'un rapport de Santé publique France fait état d'une augmentation des recours pour gestes suicidaires, idées suicidaires chez les moins de 18 ans depuis 2024. Alors qu'en 2022, 17% de la population française présentait un état dépressif, soit 7 points de plus que la période précédant l'épidémie de Covid-19, et que ces troubles ont principalement et particulièrement touché les enfants, les jeunes et les personnes précaires. La prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale des Français et des Françaises reste très largement insuffisante et constitue alors un défi majeur de santé publique. Et face à cette détérioration constante de la santé mentale des plus fragiles, qu'a fait le gouvernement? Il se contente de ce dispositif Mon Psy, dont vous m'avez entendu régulièrement en apporter une critique, un dispositif incomplet et insuffisant, ne concernant que les cas légers et modérés, et qui, de par ses contours même, ne permet pas de prendre en charge efficacement les besoins des patients. En d'autres termes, un gâchis d'argent public dont les fonds seraient mieux réaffectés vers une prise en charge à la hauteur dans le service public de la santé mentale. Il devient urgent de structurer une véritable politique publique dans ce domaine qui construit et détermine des parcours de prise en charge adaptés en fonction des besoins des patients et des patientes. Dans ce contexte, la mise en place d'un pass premier secours en santé mentale et d'une campagne nationale de sensibilisation pour déstigmatiser les troubles psychiques et promouvoir ce pass est une première porte d'entrée permettant de tendre vers le nécessaire changement de philosophie de notre système de santé mentale. Une initiative qui permet de créer un cadre pour que chacun puisse exprimer son mal-être en toute liberté et en toute sûreté et être dirigé vers des structures adaptées pour obtenir de l'aide professionnelle en cas de besoin. En d'autres termes, former les jeunes à l'assistance en santé mentale. C'est l'une des forces politiques de cette proposition et nous souscrivons donc pleinement. Merci. Merci beaucoup. Paul-André Colombani. Merci, Monsieur le Président. Madame le rapporteur, chers collègues. La santé mentale et la psychiatrie sont les parents pauvres du système de santé. Pourtant, la santé mentale de la population s'est fortement détériorée et la crise sanitaire a largement aggravé cette situation. Pour les jeunes, le constat est plus sévère encore. Isolement, harcèlement scolaire, réseaux sociaux, développement des addictions, usage des écrans, éco-anxiété, les facteurs sont très nombreux. La crise sanitaire a certainement permis une prise de conscience sur les enjeux de la santé mentale, mais les tabous demeurent toutefois encore très présents, ce qui complique l'accès aux soins. Mais plus encore, ce dernier se heurte à une immense insuffisance de moyens. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre avait annoncé sa volonté de faire de la santé mentale la grande cause de l'année 2025. Pourtant, aucune mesure concrète ne s'est traduite dans le budget de la sécurité sociale et pas plus dans le budget pour améliorer les effectifs de santé scolaire et universitaire. Les annonces concernant l'assouplissement du dispositif Mon Psy ne remplacent pas une vraie politique en matière de santé mentale qui nécessite des moyens et une attention particulière aux plus jeunes. La présente proposition de loi mise sur la prévention indispensable en matière de santé mentale. Elle s'appuie sur les formations au premier secours en santé mentale déjà existantes qui ont démontré leur efficacité pour participer à lever les tabous autour de ce sujet, mais aussi à apprendre à identifier les troubles et à diriger les personnes vers les professionnels et structures adaptées. C'est un premier pas pour améliorer la prévention et l'accès aux soins. C'est pourquoi notre groupe soutiendra la proposition de loi. Juste une petite précision, Monsieur le Président, je ne peux pas participer au vote. Je ne suis pas membre de la commission pour quelques jours. D'accord, très bien. Voilà. Ça soigne. Monsieur Yannick Monet, membre de la commission.
membre titulaire de la commission On va et en vérifier fonction. quand même. On sait jamais. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Alors, vous voyez dans mes remarques quelques questionnements, voire de l'inquiétude, et que les débats éclaireront certainement, puisque cette proposition de loi s'inscrit dans un contexte d'urgence indéniable quant à la dégradation de la santé mentale en France, et particulièrement des jeunes, ainsi que la stigmatisation dont souffrent les personnes atteintes de troubles en santé mentale. Cette proposition de loi permet également de rappeler le gouvernement à sa promesse de hisser la santé mentale au statut de grande cause nationale pour 2025. Toutefois, cette proposition de loi pose un certain nombre de questions. Généraliser la formation au premier secours en santé mentale, n'est-ce pas trop hâtivement peser sur la jeunesse la responsabilité de détecter et de sauver, entre guillemets, leur père d'un mal-être qui s'est particulièrement accentué et complexifié depuis la pandémie? Cette formation va en effet plus loin qu'une information aux troubles de santé mentale qui est sans aucun doute essentielle et qu'aborde l'article 2 de la proposition de loi en prévoyant une campagne de sensibilisation spécifique aux jeunes et construite avec les associations compétentes. La formation au premier secours en santé mentale induit l'idée pour le jeune qui se formera qu'il sera en capacité de déceler un trouble de santé mentale et d'y apporter une première réponse ou un début d'accompagnement, ne serait-ce qu'en faisant la transition avec la prise en charge par un professionnel. Mais en réalité, rien n'est moins sûr, ne serait-ce qu'en raison du manque de soignants. Il peut en outre être fragile, voire périlleux, de faire de chaque jeune le gardien de la santé mentale de son camarade ou de son voisin. De ce point de vue, ce qu'occulte, à mon avis, cette proposition de loi, ce sont les défaillances du système de prévention et de soins, à commencer par le manque de médecins et d'infirmiers scolaires dans les établissements. Et pour les plus âgés, des gens en situation d'emploi, il occulte la responsabilité de l'employeur en matière de santé au travail. Et pour finir, c'est la question de la culpabilité face à des actes imprévisibles chez un jeune, et chez des jeunes qui sont encore en construction psychique. Voilà les interrogations que je voulais vous faire part pour cette proposition de loi. Très bien. Je vais tout de suite prendre la question de Mme Nicole de Bréchéra. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la rapporteure. Juste pour dire que, évidemment, je ne peux que cautionner le diagnostic que vous faites, puisque dans le cadre de la mission qu'on a menée avec Sandrine Rousseau et qu'on présentera la semaine prochaine, on a fait les mêmes constats. Je pense que ce pass de premier secours en santé mentale a un intérêt dans le dépistage et aussi vers l'orientation. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention à ce qu'il y ait bien un lien avec les infirmières scolaires, notamment pour les plus jeunes, même si on sait qu'elles manquent cruellement aussi, mais c'est souvent l'axe possible. Et dans les universités, je sais que sur mon secteur, à l'université, le service de santé de l'université est très attaché à la formation des jeunes à ces premiers secours et à leur orientation. Donc je pense que c'est une bonne étape, mais il faut que ce soit effectivement dans une continuité avec les autres secteurs pour ne pas faire porter la responsabilité, ce que disait mon collègue tout à l'heure, trop lourde sur les jeunes. Et puis la campagne de déstigmatisation, je pense qu'elle est parfaitement nécessaire. Il faut qu'elle soit effectivement déclinée sur les réseaux sociaux pour tous les jeunes, pour que la santé mentale fasse partie de la santé en général. De ne pas découper le physique d'un côté, la tête de l'autre, c'est un tout. Et dans un environnement, donc je pense que c'est essentiel de pouvoir faire cette campagne. Donc je vous remercie et je trouve que c'est un élément de plus dans le parcours de graduation des soins des patients. Je vous remercie. Merci. Michel Lozana. Oui, alors très rapidement, parce que ma collègue m'a un peu devancé sur ce que je voulais dire. Il y a aussi en santé mentale beaucoup de prévention. Et quand nous avons fait une loi sur le harcèlement aussi, on sait l'importance du harcèlement scolaire dans ce déterminisme-là. C'est très important. Je voudrais aussi rappeler le rôle du sport et de l'activité physique, tout simplement pour la bonne santé mentale. C'est très important, ne le laissons pas de côté. On ne pense pas assez à la prévention en France. Et puis, une campagne de communication sera toujours le bienvenu pour lever des tabous, parce que c'est parfois des choses qui sont tues. Et il n'y a rien de pire que de le taire, justement, dans cette matière-là. Très bien. Merci beaucoup, Madame le rapporteur. À vous de jouer.
Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Et je vous remercie tous pour le regard que vous apportez donc, sur ce texte, regards qui sont favorables pour les uns et d'autres avec plusieurs remarques et tout à fait légitimes. Alors, bon, tout d'abord, je pense que tout le monde l'a dit, tout le monde l'a bien compris, il s'agit simplement d'une première brique sur la question donc, de la connaissance, je veux dire de la connaissance là, de la santé mentale, et qu'en aucun cas, encore une fois, on demande donc aux secouristes d'intervenir voilà, en matière de santé mentale. Et tout le monde l'a bien compris, il s'agit vraiment plutôt de favoriser la question de la sensibilisation à la santé mentale, de savoir ce que c'est, de s'interroger aussi pour les jeunes sur eux-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire être voilà, en bonne santé psychique, est-ce que voilà, quand j'ai des hauts et des bas, est-ce que je suis en mauvaise santé psychique, etc. Enfin, tout ça, ce sont des choses du coup qui peuvent être abordées lors de ces formations. On s'appuie aussi sur ce dispositif parce que ce que l'on sait aussi pour les jeunes et pour n'importe quelle d'ailleurs catégorie socioculturelle, c'est qu'il est quelquefois plus facile d'évoquer une situation avec une population qui a la même caractéristique que soi qu'avec d'autres. C'est pas une généralité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, qui est c'est démontré que c'est bien plus facile. Et d'ailleurs, dans le domaine de la santé mentale, en ce qui concerne le domaine du soin, on développe beaucoup la paire aidance. Et ça, c'est assez nouveau, parce qu'on s'est aperçu, en fait, que les personnes qui avaient présenté des troubles psychiques à un moment donné dans leur vie, ou qui peuvent présenter aussi des troubles psychiques, sont en fait des aides très, très précieuses pour les autres. Donc, ça se calque aussi sur cette hypothèse. Alors, donc, je vais prendre quelques points qui ont été évoqués de façon assez commune. Comment mettre en place le dispositif alors qu'on manque de soignants et soignantes? Bon, je viens en partie de répondre. On est vraiment sur la question de la sensibilisation. Par contre, évidemment, ça n'exonère absolument pas, évidemment, de se préoccuper de tout l'aspect soins et donc des dispositifs qu'on doit mettre en place pour répondre vraiment à une population qui présente des troubles de plus en plus importants. Donc oui, nous avons besoin de psychiatres, pédopsychiatres, de psychologues, infirmiers spécialisés, enfin, il n'y a plus d'infirmiers spécialisés en psychiatrie, mais d'infirmiers en pratique avancée qui ont des compétences en psychiatrie, etc. Enfin, et pas que d'ailleurs. Ce qu'on a besoin aussi, c'est de professionnels formés, notamment par exemple on vient de parler de la petite enfance, de professionnels formés dans la petite enfance, de professionnels formés dans l'éducation nationale, de personnels formés dans la justice, etc., qui ont des premières connaissances donc, en santé mentale, justement aussi pour faire partie de cet écosystème des jeunes voilà, qui permettra de les aider. Alors, vous avez sur la question des troubles, très rapidement, on dit tous, effectivement, les troubles augmentaient avant le Covid et ont explosé pendant la période du Covid. Et on a beaucoup d'interrogations donc aujourd'hui un peu sur ces causes, mais évidemment, les aspects environnementaux, les aspects sociaux, etc., ils ont une part importante. Et là aussi, il faut absolument qu'on fasse de la recherche sur ces aspects-là. Comment mieux répondre aussi donc, aux besoins en soins, et puis peut-être aux besoins de ces jeunes qui seront orientés par leur père dans le domaine donc, du soin. En effet, aujourd'hui, on a un système solide en psychiatrie de secteur, un système qui était très solide pour un maillage territorial, très solide pour répondre aux questions de prévention, soins et suivi, et aujourd'hui ne peut plus faire toutes ces missions-là parce qu'on manque de soignants, très clairement. Et donc, du coup, la psychiatrie de secteur, on est réduite aujourd'hui à être simplement sur l'aspect curatif, alors qu'elle pourrait déployer du travail partenarial avec donc, de nombreux secteurs. Et pour ça aussi, je suis d'accord avec la remarque qui avait été faite par M. Vigier, il faut une dimension interministérielle. La question de la santé mentale, ce n'est pas que l'aspect strictement médical, mais c'est un aspect beaucoup plus large qui prend en compte tous les aspects éducatifs, conditions de vie, environnement, etc. La question du coût. Alors, pour être honnête, on a eu beaucoup de mal à pouvoir chiffrer
enfin, du moins ce que pourrait être donc cette ambition, hein, donc de s'adresser aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous savez pourquoi on a choisi cette tranche. Il est vrai que aussi il faut adapter évidemment les formations au type de public voilà, auquel on s'adresse. L'association PSSM France a fait un gros travail hein, par rapport à ça. Il y a un cahier des charges très précis et est en train de travailler donc, sur les modules pour les plus jeunes avec des programmes plus légers, comme je vous l'ai dit. Après, le coût de la formation dépend aussi des conditions dans lesquelles on va faire cette formation. Si on s'adresse, par exemple, aux établissements scolaires, si on s'adresse donc à la justice, etc., en interne, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en interne, il y a beaucoup de professionnels qui sont soit déjà formés, soit ont vraiment très envie de se former pour devenir aussi formateurs auprès des jeunes secouristes. Donc, si en interne, on a tout un écosystème qui comprend déjà des formateurs et qui est volontaire pour pouvoir faire les formations, en fait, on réduit énormément les coûts. Hein. Voilà. Donc, pour les jeunes, ça peut arriver. On a une évaluation hein, qui serait jusqu'à même seulement 23 €, parce que là, on ne calculerait que le document voilà, qui serait mis en place. Mais par contre, ce qui est important, c'est de consolider tout l'écosystème de personnes qui vont intervenir et qui sont sensibilisées donc, à cette cause. Pour les adultes, c'est un petit peu plus élevé parce qu'on a une formation un peu plus longue, 2 jours, voilà, enfin, avec des choses qui peuvent être un peu plus consistantes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait une moyenne et on l'évalue donc voilà pour un démarrage à 100 millions d'euros. Hein, voilà, on tombe à peu près dans les mêmes évaluations que vous aviez faites, hein, Monsieur mon gardien. Mais ça peut, c'est au plus 100 millions. Voilà, ça peut être un peu moins. Et après, ce dont il faut se rendre compte, c'est que bien entendu, cet investissement au départ, il est important parce que il concerne beaucoup, 9 tranches d'âge. Il devient au fur et à mesure des années moins lourd, hein, puisqu'on n'a qu'une classe d'âge qui rentre à chaque fois dans le dispositif. Et surtout, il faut compter évidemment sur la question des coûts évités. Hein, parce que si l'intervention intervient à titre de prévention hein, et peut permettre d'éviter effectivement des dégâts très graves hein, et des choses très graves qui peuvent se passer, auxquelles a fait allusion Monsieur Monet. Hein, on peut penser à attitude suicidaire, etc. Hein. Donc voilà pour la question du coût. Et puis dernière question très importante, c'est quand même, est-ce qu'on ne fait pas peser effectivement des choses très lourdes sur des jeunes, quoi, hein, en leur demandant voilà, d'accompagner leur père. Alors tout d'abord, première chose, on considère que cette formation ne peut se faire que sur le volontariat. Pour l'instant, voilà. Même si on le pensait par rapport à l'éducation nationale, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça. Apporter de la connaissance, oui, mais après, sur le dispositif premier secours, que seulement sur le volontariat. Hein. Voilà, donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, ce dont on s'aperçoit, c'est que beaucoup de jeunes adolescents, notamment, sont en fait, enfin pour les professionnels qui travaillent avec des jeunes adolescents, ils savent qu'ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs de savoir comment faire auprès du copain ou de la copine qui s'est scarifiée, auprès du copain ou de la copine qui a l'air de manger d'une drôle de façon, qui fume peut-être un peu trop. Donc il y a de l'interrogation. Hein, et du coup, cette formation permet de rentrer, d'aider le jeune à pouvoir rentrer, on va dire, en relation plus facilement avec le jeune qu'il côtoie et surtout de l'orienter vers les personnes adaptées, hein, l'infirmière scolaire, le psychologue, etc. Voilà. Hein. Donc, alors par contre, moi je trouve que cette question, elle est tout à fait légitime et d'ailleurs ce qui est un frein dans l'éducation nationale. Hein. Dans l'éducation nationale, beaucoup de professionnels craignent justement ces aspects-là, hein, de la culpabilité que ça pourrait générer lorsque on côtoie un jeune qui fait une tentative de suicide, qui tombe dans une pathologie psychiatrique, parce que ça peut arriver, etc. Hein. Mais je dirais qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas le dispositif, on aura affaire de toute façon à ces accidents-là devant soi.
hein. Et je pense que si l'écosystème est créé, il peut par contre permettre de les diminuer, et ensuite on aura beaucoup plus d'accompagnement pour pouvoir intervenir auprès des jeunes, à la fois secouristes et jeunes avec troubles psychiques. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à l'ensemble des questions. Alors, là maintenant, on va sur les amendements. On va rentrer dans la discussion dans les amendements. Donc, au fil des amendements, vous aurez l'occasion, chers collègues, de pouvoir peut-être insister sur tel ou tel point. On va tout de suite rentrer dans les amendements. Et ça tombe bien, c'est vous qui ouvrez le bal avec un amendement 18 à l'article 1er. Monsieur le Président. Donc, effectivement, cette proposition de loi vise à s'inspirer du pass culture ou du passeport pour rendre accessible à la jeunesse les formations au premier secours en santé mentale. En octobre dernier, le pass culture a dépassé le seuil des 4 millions de bénéficiaires depuis sa création. Du côté du passeport, on compte aujourd'hui 1,5 million de bénéficiaires. Au fond, la réussite de ces dispositifs repose également sur leur capacité réelle à rendre accessible l'ensemble de ces activités. Si nous souhaitons tous ici qu'un maximum de fonds publics puissent être alloués à la prévention en santé mentale, le principe de réalité nous impose de construire des dispositifs viables et durables, justement pour garantir une véritable prise en charge de ces problématiques pour tous les bénéficiaires au fil des années. Ce premier amendement a donc pour objectif de faire du dispositif Pass Premier Secours en santé mentale un dispositif à caractère forfaitaire avec un remboursement fixé par décret. Nous souhaitons préserver l'esprit de la rédaction initiale de l'article 1 et la logique de remboursement aux structures de formation. Donc effectivement, l'ensemble des amendements que nous allons présenter ont justement essayé de travailler autour de cette problématique de financement qu'on avait évoquée lors des auditions, pour que justement cette loi puisse aller au bout et que le financement qui pourrait paraître élevé ne soit pas un frein à l'adoption de cette loi, parce qu'elle est vraiment importante. Il est important d'arriver à mettre en place ce programme-là. Donc l'ensemble des amendements que l'on présentera ont cet objectif. Pour revenir sur la partie que vous avez évoquée de culpabilité, et effectivement le fait qu'on cherche à s'adresser à des jeunes, je pense un jeune se confiera plus rapidement et plus facilement à un autre jeune. Donc il est important que dans son entourage, un jeune en souffrance puisse trouver un jeune qui ait suivi cette formation. Et par rapport au sentiment de culpabilité, on sera tout aussi coupable, peut-être plus coupable, si on ne sait pas répondre à la sollicitation qu'on reçoit. Et la formation vise à ça. Très bien. Alors, Madame le rapporteur, sur ce premier amendement, numéro 18. Oui, alors je sais que vous avez un souci très important par rapport à la question du coût. Et du coup, ce que vous proposez, c'est, bon, d'abord, peut-être éventuellement de revenir voilà, à la façon dont s'organisent les passes culture et passes sport. Alors, je pense que là, il s'agit quand même de quelque chose, d'un concept qui est tout à fait différent, malgré tout. Hein. On ne parle pas de la même chose. Hein. Et donc, du coup, on a utilisé le terme passe parce que par contre passe c'est un concept voilà qui parle bien à l'ensemble des jeunes, et l'idée c'est vraiment que ça s'adresse à tous, hein, et que tous puissent y accéder. Donc je pense que c'est important qu'on garde vraiment la notion de l'universalité et de la gratuité sur cette formation. Hein, vraiment là on y tient vraiment absolument, d'autant plus que parmi les jeunes, on sait qu'on a beaucoup de jeunes étudiants, par exemple, en situation de précarité. Ils ne pourraient pas accéder à cette formation si on n'a pas cette gratuité. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on puisse garder la gratuité pour que le dispositif puisse être vraiment valide. Hein. Et encore une fois, sur la question des coûts, on peut les réduire, notamment aussi par des structurations de formation en collectif, et qui sont en plus bénéfiques dans les apports que les uns et les autres peuvent se faire. Voilà, donc je suis défavorable à votre amendement pour ces raisons. Très bien, avis défavorable. Monsieur Di Filippo a demandé la parole.
Oui, je ne comprends pas bien le sens de cet amendement. Vous imaginez bien que si cette formation était payante, elle ne serait pas suivie par les jeunes. C'est pour ça, j'ai du mal à comprendre le principe. Et vous avez commencé à le préciser, mais ça appelle des précisions. Parce que soit il y a une politique de santé publique qui est développée au travers d'activités, alors sans doute scolaire si vous souhaitez viser l'universalité, parce que je ne vois pas un autre moyen d'y arriver, mais ça reste extrêmement flou. Alors si derrière, il y a il y a un dispositif qui est payant, dispensé par qui, rémunéré sur quelle base, aucun des jeunes déjà ne s'inscrira si elle est payante, et derrière, alors c'est l'État qui va venir et rajouter un pass pour en plus financer tout ça, ça me paraît à la fois hautement nébuleux, technocratique, compliqué. Donc je crois que là, il y a des choses à remettre à plat, soit par rapport à cet amendement qui n'a pas lieu d'être, soit par rapport au dispositif qui pose problème. Très bien. Alors avec un avis défavorable, je mets aux voix cet amendement qui est favorable à l'amendement, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement suivant de Madame Le Boucher. Oui, merci. C'est un amendement qui vise à s'assurer que les formations au premier secours en santé mentale via le PASS soient dispensées exclusivement par des associations à but non lucratif conventionnées avec l'État et le ministère de la Santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la formation classique initiée depuis 2018 sur les premiers secours, puisque des organismes de formation privée peuvent du coup assurer cette formation. Quel est l'avis de la rapporteure? Oui, alors on a bien regardé de près cet amendement. Et donc, parce qu'on trouvait effectivement que l'idée était intéressante, mais alors il y a deux problèmes. On s'est renseigné auprès de l'association PSSM qui aujourd'hui vraiment est spécialiste sur le cahier des charges qui est mis en place et les formations. Le fait donc de limiter aux associations à but non lucratif pourrait en fait gêner des formateurs qui sont agréés eux-mêmes par l'association et qui exercent en libéral. Donc sur cet aspect de rémunération, c'est difficile de pouvoir le cadrer tout de suite. Et le cadrage, on le fera par un décret qui prévoit donc une limitation, un plafond, sur la formation. Et la deuxième chose, je finis. Et la deuxième chose, c'est sur le conventionnement qui paraît assez lourd et auquel on préfère donc l'agrément par l'État. Voilà. Alors oui, bien sûr, vous pouvez poursuivre la discussion, merci. Juste sur la question des professionnels en libéral, ils ne dépendent pas d'une structure privée, ils sont en libéral. Ce n'est pas la même chose que de mettre de côté, je le dis comme ça, les formations telles que la mi-liaison, AFNOR Compétences ou Epsilon Média. C'est différent que des professionnels en libéral. On ne bloque pas pour les professionnels en libéral. Alors attendez, Monsieur Lozana avait demandé la parole et puis peut-être après vous... Pardon, un professionnel en libéral peut être rémunéré par une association, par du privé ou autre. Donc il ne faut pas s'en priver. Par exemple, nous avons voulu développer les IPA. D'accord ? Et les IPA en psychiatrie, c'est très important. Il faudrait qu'on le développe, qu'on réussisse à le développer beaucoup mieux. Mais les IPA ont aussi vocation parfois à être dans le secteur privé, donc en ville, pouvoir s'installer ou autre. Et ça serait important qu'elles aient accès à ce type de formation et de rémunération, me semble-t-il. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de tout ça. Ça me paraît être un élément quand même qui justifie donc la position de la rapporteure. Très bien. Donc avec un avis défavorable, je mets l'amendement de Madame Le Boucher aux voix, qui est favorable à l'amendement, qui est défavorable. Il est rejeté. Un amendement de Monsieur Bongardien, toujours le 21. Pardon. Avec cet amendement, on propose de commencer en réduisant la plage d'âge qu'on essaye d'adresser, en la limitant à 16-20 ans au lieu de 16-25 ans. Parce qu'on a un second amendement qui adressera la partie 20-25 ans. Alors, Madame la rapporteure. Oui, alors, bon, je pense que ce qui motive effectivement
toujours l'amendement, c'est la crainte du coût, de la totalité donc du coût. Et donc non, je suis défavorable parce que je pense que c'est important qu'on s'adresse à vraiment ces tranches d'âge qui aujourd'hui en ont besoin. Et en plus, par rapport aux 20-25 ans, il se trouve qu'on a eu le témoignage, pas mal de, je pense que vous étiez à certaines auditions d'ailleurs, donc d'universités qui organisent des formations et pour lesquelles ça répond bien. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on coupe la dynamique. Et par ailleurs, c'est intéressant dans les universités, mais j'aimerais aussi, par exemple, que ça puisse se développer, notamment dans les centres de formation d'apprentissage, dans les missions locales. Voilà. Et pour cette raison, c'est important de garder cet âge où on va avoir les jeunes de cette tranche d'âge. Alors, je vais mettre tout de suite aux voix l'amendement. Simplement, je rappelle, il y a à peu près 20 minutes de débat encore dans l'hémicycle. Il nous reste une quinzaine d'amendements. Si on se débrouille bien, qu'on va à l'essentiel, on peut peut-être finir le texte avant la motion de censure. Sinon, on revient à 21h30. Donc, pour pas longtemps d'ailleurs. On peut continuer pendant la motion de censure si vous voulez, mais j'avais tout à l'heure une demande contraire. Donc, moi, Bon, non, enfin, on va essayer de tenir. Donc, je mets aux voix l'amendement 21 de M. Montgardien avec un avis défavorable. Qui est pour l'amendement de M. Montgardien? Qui est contre? Il est rejeté. On passe à un autre amendement de Mme Le Boucher, le 14. Oui, rapidement, c'est un amendement qui demande que les formations financées par le PASS puissent aussi être organisées directement dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, un peu sur la même image que les formations APS et PSC1 sur les premiers secours. Voilà, on estime que ça pourrait être intéressant que lorsque les chefs d'établissement proposent cette formation, ils puissent être dans le dispositif du PASS. Madame la rapporteure. Oui, alors vraiment, je valide complètement cet amendement et je pense que c'est important, effectivement, qu'on mette l'accent là-dessus. Donc favorable. Avis favorable. Je mets l'amendement en voix avec un avis favorable. Qui est pour l'amendement? Très bien, il est adopté à l'unanimité. Merci. L'amendement suivant de M. Montgardien. Pardon, cet amendement vise juste à préciser que sur la page 16-25 ans, on peut utiliser qu'une seule fois le PASS. Voilà. Je suis favorable. Favorable aussi, avec un avis favorable qui est pour l'amendement. Très bien, il est adopté à l'unanimité. Je vais mettre aux voix l'article 1er ainsi modifié, qui est pour l'article 1er. Il est adopté. Merci beaucoup. On va passer maintenant, après l'article 1er, à un amendement de M. Liorey. Oui, merci, vous avez trois amendements, vous voulez les présenter les trois en même temps? Écoutez, il y a un premier amendement, un amendement de repli et ensuite un troisième. Donc, ils sont différents. Donc, le premier, c'est un amendement qui vise à intégrer un cours de premier secours en santé mentale dans les programmes scolaires dès le collège et le lycée. Un dispositif qui s'inscrirait donc dans une démarche essentielle de prévention et de sensibilisation. C'est un dispositif qui a pour objectif de permettre aux élèves de reconnaître les signes avant-coureurs de troubles psychiques chez eux-mêmes ou leurs camarades, comme des changements de comportement, des signes d'isolement ou des propos alarmants. Il leur apprendra également comment apporter une aide de premier niveau en assurant un soutien immédiat et approprié. Il leur enseignera également à savoir alerter les adultes compétents ou les structures adaptées, comme les infirmières scolaires, les conseillers ou les services de santé mentale. L'objectif n'est pas de transformer des élèves en professionnels de santé, mais de leur donner des outils pratiques et adaptés à leur âge pour qu'ils puissent réagir efficacement et en toute sécurité. Ça, c'était l'amendement 6. L'amendement de repli, pendant que vous y êtes, on peut peut-être dans la... D'accord, très bien. Et le 8 ? Attendez, prenez le micro. C'est un amendement de repli qui propose d'organiser des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les établissements scolaires en collaboration avec des associations spécialisées telles que l'UNAFAM, la Croix-Rouge ou encore SOS Suicide. Ils auraient pour objectif de former et sensibiliser les jeunes à la santé mentale, également pour reconnaître leurs premiers signes des troubles chez eux-mêmes ou leurs pairs et créer un espace d'échange et de parole avec des professionnels et des associations spécialisées. Et puis également démystifier, déstigmatiser les troubles psychiques pour que la santé mentale soit perçue comme un sujet normal et accessible et non comme un tabou. Avant de passer à l'amendement 8 qui est un peu différent, je vous propose qu'on recueille l'avis de la rapporteure sur les deux amendements 6 et 7. Oui, alors on comprend bien les intentions. Attendez, allez-y.
Oui, on comprend bien les intentions et qui rejoignent effectivement cette question de la sensibilisation à la santé mentale. Par contre, pour le premier, hein, la forme prévue, la faisant entrer les sessions dans les enseignements est problématique parce qu'en fait, c'est pas de l'ordre de la loi. Hein. Cette décision n'appartient pas, n'a pas de caractère à être dans la loi. Donc ça, c'est donc avis défavorable. Et deuxième chose, là aussi problème juridique. Hein, il n'est pas, il n'est pas l'usage en tout cas de nommer notamment les associations le nom des associations qui pourraient rentrer dans le code. Hein. Pas l'usage de le mettre dans la loi, c'est ça, de le figer dans la loi. Ok. Donc avis défavorable sur les deux amendements. Je vais mettre d'abord l'amendement numéro 6 aux voix. Qui est favorable, qui est pour l'amendement numéro 6, qui est contre, il est rejeté. Sur l'amendement de repli, j'imagine, même avis, même vote, il est rejeté. Monsieur Liorret, toujours pour l'amendement numéro 8. L'amendement numéro 8, c'est un amendement qui propose que le gouvernement remette dans un délai de 6 mois un rapport au Parlement sur la faisabilité et les modalités de création d'une application mobile gratuite là, dédiée aux premiers secours en santé mentale. C'est une proposition qui s'inscrit dans une démarche novatrice et concrète et qui pourrait répondre à l'urgence croissante des troubles psychiques chez les jeunes. Un triple objectif, former le grand public et les jeunes aux mots et aux gestes des premiers secours en santé mentale, en rendant accessibles des contenus pédagogiques et interactifs, fournir des ressources pour gérer le stress et les crises psychologiques, également orienter efficacement les utilisateurs vers les structures et dispositifs d'urgence compétents, réduisant ainsi le délai entre le besoin et l'accès aux soins. Très bien, Madame le rapporteur. Oui, alors là, par rapport à ce que vous proposez donc, sur l'outil numérique, voilà. Oui, donc vous proposez l'outil numérique pour une meilleure connaissance, etc. Je crois que vraiment qu'en matière de santé mentale, c'est d'abord vraiment le relais humain qui est la base essentielle, hein, et c'est l'outil de base. Donc on doit commencer d'abord par cela, me semble-t-il. Voilà, donc je suis défavorable. Merci. Alors, avec un avis défavorable, je mets aux voix l'amendement qui est favorable à l'amendement, qui est pour l'amendement, qui est défavorable à l'amendement. Il est rejeté. Merci beaucoup. On arrive maintenant à l'article 2 avec deux amendements. Ah, pardon, l'amendement 20. Oui. Monsieur Montgardien, excusez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, l'objectif de cet amendement, c'est de demander, au bout d'un an, un rapport au gouvernement sur l'opportunité de rendre éligible cette formation au CPF. L'avis du rapporteur. Oui, alors il se trouve que c'est un échange qu'on a eu avec l'association PSSM et elle est en train de préparer justement un dossier auprès de France Compétences pour faire évoluer ce dispositif-là. Et donc, par ailleurs, ce que je vous proposerai, j'ai repris votre idée, mais je propose qu'on reprenne cette idée dans un sous-amendement que je vais présenter et qui fera partie d'un rapport, la proposition d'un rapport, enfin d'une évaluation annuelle du dispositif. Je vous remercie. Très bien, amendement retiré. Donc on arrive à l'article 2 avec deux amendements en discussion commune de M. Liorret, le 13 et le 12. Ça commence par le 12, puisque le 13 est un amendement de repli. Donc c'est un amendement qui vise à baisser l'âge du public cible des campagnes de sensibilisation de 16 à 12 ans. Pourquoi ? Parce que l'adolescence est une période de vulnérabilité psychologique et les troubles comme l'anxiété, la dépression ou le stress chronique se manifestent fréquemment et bien avant l'âge de 16 ans, à partir de 12 ans, souvent avec l'entrée en 6e. Selon des études, 31% des jeunes de 12 à 15 ans présentent des signes de troubles anxieux, près de 20% exprimaient des idées suicidaires. Ces chiffres justifient donc l'urgence d'agir dès le début de l'adolescence. Fixer un âge cible des campagnes à 16 ans revient à intervenir alors que de nombreux troubles se sont déjà installés. Et abaisser ce seuil à 12 ans permettrait de toucher des jeunes au moment où la prévention peut véritablement faire la différence en sensibilisant, avant l'apparition des signes les plus critiques. La sensibilisation précoce à la santé mentale est un outil puissant, me semble-t-il, pour réduire les coûts également, puisqu'il y a aussi l'aspect financier qu'on pourrait retrouver en intervenant plus tard, les coûts à long terme liés aux troubles non traités, que ce soit en termes de santé publique, de décrochage scolaire ou d'exclusion sociale. Et l'amendement de repli ? C'est un amendement qui porte la même idée que l'AS5
Il vise à abaisser l'âge du public cible, et ici des campagnes de sensibilisation de 16 à 14 ans. Donc c'est un peu les mêmes motifs. Très bien. Ouais. Merci. Madame le rapporteur. Oui, alors une intention. Attendez, on va couper le micro. Aussi, Allez-y. de diriger les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes à partir de 12 ans. Enfin, moi, je n'y verrai pas d'inconvénient. Mais par contre, je veux vraiment qu'on garde la cohérence entre le public que l'on vise, 16-25 ans, et les campagnes de sensibilisation qui, voilà, sont prévues pour les 16 à 25 ans. Donc, voilà, je suis du coup, ou vous retirez vos amendements, ou je suis défavorable. Merci. Vous retirez vos amendements ? Non, vous les maintenez. Donc on va d'abord voter pour le 12, qui est donc favorable, qui est pour l'amendement, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote pour le 13, j'imagine. Il est rejeté aussi. Nous avons un amendement ensuite numéro 16 de Madame Leboucher. Oui, c'est dans le cadre de la campagne de sensibilisation qui est très importante par rapport à ce dispositif, et nous proposons qu'elle soit également déployée dans le cadre de la journée de défense et de citoyenneté. Journée où tous les citoyens français entre 16 et 25 ans participent suite à leur recensement, afin d'assurer la portée universelle du dispositif et quel que soit le statut de ces jeunes, donc ce qui nous permet de s'assurer au moins de la connaissance de ce dispositif à l'ensemble des jeunes. Alors, Madame le rapporteur. Oui, je suis favorable à cet amendement de par l'outil proposé et en plus l'extension à des temps où les jeunes sont concernés. Donc favorable. Bien. Favorable. Avec un avis favorable, je mets l'amendement aux voix. Qui est favorable à l'amendement? Très bien, il est adopté. Merci. Nous avons un amendement, Monsieur Le Lloret, le 9. Monsieur Le Lloret, vous avez un amendement, monsieur. Vous le retirez? D'accord. Il est satisfait. Il est satisfait, me dit la rapporteure. Voilà, satisfait. Très bien, donc vous le retirez. Donc je mets aux voix l'article 2 ainsi modifié, qui est favorable à l'article 2. Très bien, il est adopté. Après l'article 2, il y a un amendement de Madame Petex. Il est défendu. Madame Corneau, vous êtes co-signataire. Il est défendu? Défendu. Quel est l'avis? Défavorable. Avec un avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Merci. Un amendement toujours de Madame Petex, défendu. Défendu avec un sous-amendement de Madame Jourdan. Oui, alors il s'agit de l'amendement auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc vous proposez une évaluation annuelle du dispositif, ce qui me semble intéressant d'avoir ce dispositif. Et je l'ai sous-amendé en apportant des précisions qui étaient proposées dans un amendement de M. Montgardien, c'est-à-dire d'évaluer également les économies réalisées à plus long terme par rapport au système de prévention que ça met en place et également par rapport non, c'est tout. Très bien. Voilà, l'évaluation aussi des coûts évités qui me semble importante. Alors, je mets aux voix le sous-amendement. Monsieur Montgardien, non, c'est bon? J'allais dire que je retirais du coup l'amendement suivant. D'accord, très bien. Donc, dernier vote. Attendez, enfin encore deux votes. Là, le sous-amendement, Madame Jourdan, qui est favorable. Très bien, il est adopté. Et ainsi, avec un avis positif sous-amendé, l'amendement de Madame Petex, Madame Corneloup, favorable, il est adopté. Je mets aux voix l'article 3. Non, l'article 3. Si, je mets aux voix l'article 3 favorable. Je mets aux voix la proposition de loi. Elle est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu speed, mais on y arrive. Merci à tous. Allez, il faut aller voter maintenant. Vous avez remarqué, Monsieur le Président, qu'il doit rester 5 à 10 minutes. Oui, vous avez dit ça l'autre fois.